Juste ceux qui n'étaient pas là au colloque, je vais vous demander de vous présenter rapidement le contexte de votre ferme et un peu ce qui vous anime aujourd'hui. Tournez par là. Vas-y Philippe, après toi. Donc Philippe Nouvelon, je suis agriculteur pour quelques jours encore dans le Tarn, puisque je vais prendre ma retraite. Et donc on est en bio depuis 1980, depuis 2000. Et depuis 6 ans, on s'est lancé dans le semi-direct en bio suite à l'influence néfaste de collègues qui étaient en agriculture de conservation, qui depuis sont passés en bio, donc ils se sont calmés. Et donc un noyau d'agriculteurs passionnés par ça. Et donc nous, on a dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en bio. Donc on a fait plusieurs années, donc d'abord de semi-direct complet de maïs et de soja. Et ensuite, quand on a vu que ça ne marchait pas très bien, enfin encore que les résultats étaient pas catastrophiques, mais bon, on a des terres faciles, on est dans la vallée du Tarn, des terres légères, caillouteuses, pas d'argile, quoi. Voilà. Voilà, donc petit à petit, on a adapté un petit peu le tir. Notre plus beau fait de guerre, c'est peut-être le Rollensem que vous avez vu tout à l'heure. Bon, puisque quand vous faites du semi-direct, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est de récupérer une récolte et de la sauver de l'herbe. Donc, après avoir essayé plusieurs types de bineuses, etc., avec des coutres, des machins pour réussir à désherber le soja ou le maïs, on a travaillé sur ce rouleau qui était au départ un petit rouleau FACA qui est devenu un espèce d'échaummeur à disque épais qui écrase vraiment bien la végétation. Philippe, voilà, ça c'était les premiers essais. Enfin voilà, c'est déjà la version 2 ou la version 3. Hein, voilà. Et puis ça, c'est devenu les billes qui écrasent le seigle là ont été transformées après par des disques indépendants. Voilà. Donc bon voilà, ça on le tient. Donc on sait aujourd'hui que par exemple si on travaille avec un strip-till pour pouvoir avoir une bonne levée de la minéralisation sur le rang et avoir la possibilité de désherber le rang, on sait que l'inter-rang c'est réglé, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, autrement, je me suis complètement retrouvé dans les témoignages du début de l'après-midi, avec des couverts infernaux, impossibles à détruire, comment on fait pour se dépêcher de semer. Alors là, je partage tout à fait l'angoisse des gars qui ont fait ces expériences. Alors ceux qui ne les ont pas faites, surtout ne les faites pas, hein, c'est pas très intéressant. Alors je vais vous donner, je ne sais pas si on peut aller au bout. Puis vous poserez des questions après, je ne parlerai plus, promis. Oui. Je vais vous donner les pistes sur lesquelles on travaille pour essayer d'ouvrir un petit peu le jeu. En fait, donc je vous ai dit que faire du semi-direct en bio, ça consiste à maîtriser l'herbe sur le rang. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc, j'en parlais à Jean-Pierre Sartou ce matin. Donc, on est allé voir ce que faisaient les autres catégories socio-professionnelles de l'agriculture, c'est-à-dire en particulier les maraîchers sols vivants qui travaillent avec énormément de paillage. Et une petite observation qui pour moi nous offre une belle perspective, c'est que, alors il y a un site qui est remarquable pour ça, vous allez sur internet, vous tapez le potager du paresseux et vous allez comprendre comment faire votre jardin avec énormément de foin ou de paille, voilà. Et alors ce qu'on a observé, c'est que pour faire des plantations, ils plantent leurs plantes de tomates dans le foin, etc. Ça, c'est facile. Mais pour faire les semis, ils découpent le foin, ils l'enlèvent, ils sèment les radis, les carottes, les salades éventuellement. Et ils n'ont pas d'herbe pendant assez de temps pour que les cultures semées soient... Alors, donc il y a plusieurs mois de couverture avec un paillage mort, hein, et ensuite il semble qu'il y ait un effet soit allélopathique, soit je ne sais pas quoi. La structure est parfaite dessous. Donc notre idée c'est d'essayer de faire des petits andins de tous les 80 cm ou les 60 cm avec le paillage de l'été pour préparer le semis de maïs ou soja suivant. Donc ça c'est une première perspective. La deuxième, qui pour moi est un gros progrès, mais qui s'est fait pas loin de chez nous, mais par Arvalis, c'est que Arvalis a fait des essais de semis de blé dans la luzerne.
Alors les semis de blé dans la luzerne jusqu'ici, c'était tout mélangé, et donc évidemment à chaque fois au printemps, la luzerne bouffait le blé puisqu'on ne pouvait pas aller la contrôler. Et aujourd'hui, ils ont fait un essai avec de la luzerne semée à 30 cm d'écartement et le blé semé entre les deux. La luzerne, elle a duré 4 ans, ils ont fait 4 blés ou 4 céréales, je crois, dedans, et ils sont arrivés à un résultat de 40 quintaux de blé sans désherbage et sans engrais. Et je trouve que c'est très prometteur. Alors, ça veut dire que peut-être on peut faire de la luzerne, du maïs dans la luzerne. Ça veut dire qu'on peut peut-être refaire, comme ça c'est déjà fait, mais en le contrôlant, du soja dans du gras. Et donc, on peut peut-être envisager, donc c'est les perspectives pour ceux qui veulent suivre les années suivantes, on peut peut-être envisager d'enfin travailler avec des couverts permanents et avec une grosse biodiversité. Alors, l'intérêt de ça, c'est que on ne peut pas envisager sur des fermes importantes avec des gens qui ont du travail, soit à l'élevage, soit parce que les surfaces sont importantes, soit pour différentes raisons, de semer 2 fois toutes les exploitations tous les ans. Ça, c'est infernal pour moi. Les couverts annuels, voilà. Donc s'il y a des couverts permanents et qu'en plus ça résout les problèmes de fertilité et d'herbe, c'est une piste très, très intéressante. Donc le contrôle de ces couverts permanents pour pouvoir sauver les cultures, c'est quand même de la technologie. C'est le RTK pour pouvoir passer, le GPS pour pouvoir désherber, quoi. Et puis, bon, après avoir les résultats dans l'avenir, faut suivre le dossier, quoi. Voilà. Merci Philippe. Bonjour, donc Paul Andrieux, c'est une ferme en bio depuis 2010 à Lectoure, 87 hectares, avec des couverts végétaux, donc depuis l'époque, au début où le gars a promu cette technique. Et puis, voilà, fèves, donc très rapidement dit, donc c'est fèves à 80 kg, 15 kg d'avoine, pas plus, parce qu'au départ je commençais avec beaucoup plus, de la vesse, de la facélie, et puis une réincorporation des couverts. C'est-à-dire que malgré des essais il y a quelques années en semi-direct, voilà, nos sols, je trouve qu'il faut, enfin c'est mon expérience, moi j'appelle ça comme ça, une équation, une trilogie, humidité, chaleur, oxygène, voilà, suivant les climatologies, soit effet bâche, trop d'eau, soit un sillon qui reste ouvert, bon, voilà, après il y a le matériel qui évolue. Donc assez énergétivore en gasoil, c'est vrai, mais des volumes de couverts restitués assez conséquents et plutôt des choses qui marchent avec ce qui paraissait complètement anachronique il y a 7-8 ans, 10 ans quand j'ai commencé, c'est-à-dire restituer au mois d'avril autant de matière alors que sur nos coteaux du côté de Lectoure, c'est souvent des terres qui restent propres, entretenues propres, soit au labour, soit au glypho, bon bref. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment un ressenti que d'abord, un stock, bon, c'est reconnu qu'on stocke un peu plus d'eau, donc il y a peut-être une résistance de la plante. Après, on a des canicules de plus en plus précoces. Et puis ensuite, que c'est comme si j'avais un troupeau dans mes champs, donc un troupeau de micro-organismes, et qu'il y a un effet comme si on entraînait un sportif, et donc il y a un effet de digestion. Je suis assez épaté chaque année en voyant par exemple un couvert de 80 tonnes de matière fraîche hectare, de voir en 15 jours, 3 semaines, si on a une climatologie, un peu de pluie, un peu de chaleur, de voir à quelle vitesse il est digéré. Voilà, donc il y a des rendements plutôt conséquents, même sur des cultures d'été, soja, tournesol. J'ai arrêté les couverts pour pois chiches et lentilles parce que c'est trop aléatoire. Voilà. Merci. Bonjour, donc Frédéric Barbeau. Donc moi je suis dans le sud de la Touraine. Donc nous on est en bio depuis 2010, en biodynamie. Donc en fait on vient du milieu de l'agriculture de conservation à l'origine. On a commencé à arrêter le labour en 90, mon père a commencé le boulot. Et puis donc on a fini en semi-direct de 2005 à 2010. Et puis après donc le pas de la bio était chronologique. Et donc on a réussi à faire du semi-direct pendant les 3 premières années, sous couvert vivant, enfin des choses très très simplifiées sur les cultures de printemps. Et puis donc on est arrivé aux échecs, aux problèmes de minéralisation, aux problèmes de salissement, les salissements périns, les chardons, les raies-gras. Et donc aujourd'hui, moi j'ai un système qui est revenu sur un scalpage très superficiel avec le minimum de travail du sol que je peux faire, mais j'ai un travail du sol qui est présent aujourd'hui. Le système, j'ai fait un système cohérent qui est basé avec une rotation assez longue, 9 ans, une prairie dans ma rotation, donc 3 ans de prairie légumineuse, et un enchaînement de cultures et de couverts forcément dans mon système. Donc mon système aujourd'hui est cohérent, mais ça reste un système
transitoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système-là me permet de vivre correctement de ce que je fais, mais il ne me convient pas parce qu'aujourd'hui, il y a trop de travail de sol, même s'il y en a très peu pour des bio, c'est-à-dire qu'au printemps, j'ai 2 travails de sol au printemps et j'en ai un seul à l'automne, mais pour moi, c'est encore de trop. Donc aujourd'hui, moi je suis persuadé que le semi-direct tel qu'on le connaît n'est pas l'avenir de la bio. On s'y est frotté, beaucoup s'y sont frottés, on n'a pas réussi. Donc j'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait des clés sur effectivement l'été de compost, tout ça, ce sont des pistes. Moi j'ai plus envie de travailler, donc j'ai pas dit, mais toutes les cultures sont en association. Céréales, légumineuses, enfin il y a toujours des mélanges. Moi, je crois plus à un système où on va enchaîner, on va partir, à mon avis, pour moi, c'est là-dessus que je veux partir, sur un système de relais cropping, des cultures qui vont s'enchaîner les unes dans les autres, des couverts qui vont être semés dans les cultures. Donc, on travaille sur les semis de couverts dans les céréales en mars, des semis de céréales en juin dans les cultures de printemps. Enfin, c'est plutôt ce genre d'idée-là qui, moi, m'anime aujourd'hui. Puisque voilà, dès qu'on ne travaille pas le sol, il n'y a pas de minéralisation, il n'y a pas de secret. Donc, à un moment donné, il faut travailler faut décaler les dates de semis pour profiter des minéralisations quand elles sont là. Donc voilà à peu près la conclusion que moi aujourd'hui je fais de mon système. Merci Frédéric. Félix Noblia. Moi, j'ai beaucoup de mal à passer du temps sur ma ferme parce que je reçois tout le temps des groupes, tout le temps plein de trucs. Je suis pas mal actif dans les histoires de transition aussi. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur, notamment ici. Là, ça fait presque une semaine que j'ai pas vu ma ferme. À partir de demain, on va passer 48 heures sur le tracteur parce qu'il repleut samedi et qu'on vient de prendre 400 mm en novembre et que les créneaux étaient hyper courts. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce qui est important pour moi dans la gestion stratégique d'entreprise, c'est l'aspect résilience et gestion de risque. L'aspect gestion de risque, elle est d'abord sur la multiplication des ateliers, la complémentarité entre l'atelier élevage et l'atelier grande culture, et un petit peu de maraîchage, mais ça c'est plus de l'amusement et du test des nouveaux process de biostimulants et de stimulants pulvérisés et tout ça. C'est des choses assez intéressantes. Sur la façon dont on gère la grande culture, c'est une gestion qui est complètement opportuniste. De toute façon, tout ce qui concerne l'ABC pour moi a été dit ici, mais c'est en gros on sème des cultures associées avec des mélanges binaires. On sème tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui pousse. Après, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On ne sait pas si on va le passer à la moissonneuse, si on va le récolter en fourrage, si on va le pâturer, si ça va servir de couvert. Ça, c'est la suite de la saison qui va le dire. L'enjeu, c'est de le semer tout comme si c'était une culture, c'est-à-dire de le faire le mieux possible. Et avec enrobage de graines aux acides humiques et de compost en plein, parce qu'on n'a pas équipé les trucs et on considère que c'est plus simple de pulvériser quelque chose en plein que d'équiper une localisation, parce qu'il vaut mieux que le gars qui sème, il sème, et que le gars qui fait autre chose, il fait autre chose. Voilà. Et sur la partie élevage, c'est ça qui vient faire en sorte que tout le système soit assez équilibré, où du coup, on ne se pose pas la question, c'est systématiquement réussi. En fait, c'est systématiquement valorisé. Après, la question, c'est de ne pas avoir d'objectif de départ et de maîtriser les charges d'implantation. En gros, on est tout en semences de ferme, ça coûte pas grand-chose, quoi. C'est les enrobages de semences, on est à 2 € du quintal de semences. Et l'été de compost, je ne sais pas combien ça coûte de le fabriquer, mais ça coûte rien, quoi. Enfin, c'est pas 1 € le litre, quoi. Enfin, voilà. Et donc c'est vraiment des trucs très très intéressants. C'est du temps de travail, c'est des nouveaux apprentissages, de nouveaux schémas. Tu disais tout à l'heure, Philippe, les histoires de strip-till rotatif. Il faut remettre en perspective aussi les différents contextes, c'est-à-dire que chez nous, il pleut tout le temps, on n'a pas de rupture dans les cycles végétaux. On a des fois beaucoup de pluie, des fois moins, mais en été en tout cas sévère. Tout à l'heure, on est allé sur des parcelles, on s'est échappé vite fait. Ces parcelles-là il n'y a rien qui a repoussé. Enfin, c'était des chaumes de paille, voilà, où il y a eu du blé semé en strip-till dedans, mais il n'y a pas de prairies, de plantes pérennes qui ont repoussé. Chez nous, on laisse un sol nu. Les pailles elles sont digérées depuis longtemps, tout a déjà tout repoussé, il y a déjà de la végétation comme ça. C'est des contextes différents. L'histoire du strip-till rotatif, moi je pense qu'il y a un gros coup à jouer dans des plantes pérennes où tu complémentes l'élevage avec
un rang de culture, un rang de plantes pérennes, et voilà, tu sèmes, tu fais ta culture, tu pâtures le couvert intermédiaire, et puis en avant, quoi. C'est une manière de maîtriser énormément le risque par rapport à la météo, qui va forcément continuer à accentuer des événements très forts, et c'est des choses qui sont assez intéressantes, et notamment sur les questions de séquestration carbone. On trouve un peu de tout en bibliographie. Moi, j'étais plutôt parti sur des trucs où on arrivait à 3-4 tonnes sur des questions d'élevage. Après discussion aujourd'hui, il paraîtrait qu'on pourrait rajouter un zéro. Je trouve ça complètement fou. Mais voilà, de carbone séquestré par hectare et par an. Voilà, sur des questions sur des schémas de pâturage de tournant de très haute densité. Il y a des trucs à creuser encore. Ce qui est probable, c'est qu'on va arriver avec une PAC qui va se tourner vers une biodiversité assez importante. Est-ce que la PAC va se tourner vers le bio? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, vers une rémunération de tout ce qui concerne les services écosystémiques. Et ces services écosystémiques, c'est probable que la partie de lutte contre le dérèglement climatique va prendre une part importante dans la façon dont le deuxième pilier va être organisé en France. Et donc le stockage carbone risque d'avoir une place prépondérante dans ces schémas. Les schémas sont encore à construire, mais on risque d'aller vers ça. Donc c'est des questions qu'il va falloir se poser sur la préservation du sol, la limitation de l'érosion et tout ça. Merci, Félix. Adrien. Les autres sont déjà passés. Bonjour à tous, Adrien Pelletier. Donc, je suis agriculteur dans le nord de la région centre Val-de-Loire, dans le nord de l'Eure-et-Loire, à côté de pas très loin de Paris, plein ouest de Paris, donc dans un contexte, on va dire, complètement différent des différents témoignages aujourd'hui, d'autant plus que le contexte de la ferme historique, c'est des cultures industrielles aussi, donc avec de la betterave sucrière, de la pomme de terre, et donc dans un contexte de celui-là, en allant vers l'agriculture biologique, intégrer les techniques de semi-direct pour tendre vers l'ABC, c'est tout un challenge. Donc parallèlement sur la ferme, je me suis installé en 2012 initialement avec mon frère sur un atelier donc, de transformation en pain, donc en paysan boulanger, sur 50 hectares. Et donc on a démarré en 2012, aujourd'hui on est 5 personnes sur cette ferme-là et ça marche super bien. Le fait de transformer à la ferme, la valorisation, c'est aussi un moyen d'aller vers des raisonnements qui sont différents, parce que les raisonnements, les prises de risque, toujours en ABC, on est tous dans nos contextes et ça nous permet de faire des leviers plus facile ou pas, en fonction du matériel sur la ferme, en fonction du contexte. Je ne vais pas trop m'attarder peut-être sur ma ferme et sur les techniques que j'essaye de mettre en place, si ce n'est que je me suis aussi lancé par passion dans la sélection de blé. Et donc là, je pense qu'en lien avec des itinéraires techniques comme ont été mentionnés avec la luzerne, par exemple, moi dans mon contexte, la luzerne, c'est vraiment une plante historique et ce sera, je pense, une plante d'avenir. Trouver des itinéraires techniques en lien avec aussi de l'adaptation génétique, on a tout à faire dans ces domaines-là. C'est comme si on partait de zéro, quoi. Et donc moi, dans mon contexte céréalier, grande culture, open field, j'ai aussi installé un projet agroforestier. Donc l'idée d'essayer de remettre de la biodiversité dans les systèmes agricoles. Nous, dans nos contrées, en tout cas, il y a tout à faire. Et on n'en est qu'au début. Et donc, j'aimerais clôturer mon intervention en vous indiquant qu'il va y avoir aussi, dans la continuité du colloque ici dans le Gers, un rassemblement au niveau plus national qui va avoir lieu à Rambouillet en janvier. Voilà, les rencontres de l'ABC. Où là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en œuvre l'intelligence collective pour phosphorer ensemble sur un peu tous les échanges qu'il y a eu aujourd'hui, pour imaginer des systèmes qui tendent vers l'ABC et des systèmes les plus résilients possibles et les plus porteurs
voilà, pour que ce soit aussi transférable et puis qu'on puisse assurer les pérennités économiques de nos fermes, quoi. C'est ça voilà, la priorité, en plus d'être heureux de faire ce métier et d'avoir aussi du temps pour faire autre chose, notamment la vie de famille et les loisirs, etc. Donc ça, c'est vraiment important aussi à considérer dans la démarche agricole. Et en effet, ce qui a été souligné par les premières interventions, c'est sûr qu'il y a un contexte et c'est pas forcément évident, même si on sait vers quoi il faut aller, de mettre en œuvre ces pratiques-là. C'est vrai que là, il faut aller échanger, il faut vraiment essayer d'aller au-delà des freins, quoi. Je pense qu'on va réussir petit à petit à soulever tous ces freins-là, mais c'est par les échanges d'expérience qu'on va y arriver. Merci. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des commentaires déjà ici par rapport à ce qui vient d'être dit? Pascal, non? Un commentaire très opportuniste. Donc je serai aussi à Rambouillet, j'ai été invité à venir. Et puis personnellement, donc je rappelle, on travaille sur le sol, nous, donc on travaille aussi avec des agronomes, etc. Mais notre question, vous l'avez un peu vu, c'est le sol, sa structure, etc. Bon. Et par contre, on forme des ingénieurs agronomes donc, dans notre école. Et cette année, j'ai proposé comme travail de diplôme justement de poser le problème de l'ABC, en tout cas sous l'angle de maîtrise de l'enherbement et puis des couverts. Il faut peut-être élargir le débat. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le bon focus, sachant qu'il y a une étudiante qui va faire son travail de diplôme, donc à partir du mois de juin là-dessus, et que mon idée première, c'était qu'elle vienne, en tout cas en Rambouillet, et qu'elle collecte des contacts pour essayer de faire une enquête aussi intelligente que possible sur comment se posent les problèmes, pour les uns, pour les autres, les différents systèmes, où on en est dans l'expérimentation, etc. Sauf si c'est déjà fait, sauf si c'est pas la bonne idée, etc. Et puis probablement que dans un second temps, elle serait amenée à aller plus en détail voir un certain nombre d'exploitations et de regarder la qualité des sols. Voilà. Mais disons, ce qui nous intéresse, c'est de bien poser ce problème-là à partir des interrogations que nous, on s'est faites sur l'ABC qu'on voit, disons, sur Suisse et France voisines, où déjà on avait été frappé par ces questions, quoi. Merci, oui. Bon, moi, je suis aussi dans l'affaire Rambouillet. Si vous voulez en savoir plus, on peut vous en parler à l'occasion. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ouvertes? Ça peut être des questions très ouvertes, non? Non, vous êtes lessivé là. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Une question que j'ai pas pu poser tout à l'heure à François, du coup. Je m'interrogeais un petit peu sur qu'est-ce que mangent les brebis qu'il y a aujourd'hui sur la ferme. Est-ce qu'il y a des prairies dans votre système et est-ce que, de ce que j'ai compris de la rotation, pour vous, ça semble durable, des rotations assez courtes de 3 ans dans des systèmes en grande culture? Oui, c'est vrai que bon, on n'a pas eu le temps de s'étendre trop, parce que j'ai aussi de la luzerne. Et on a déjà mis en place des luzernes depuis 5 ans, et je pense les laisser... Bon, c'est là qu'il faut arriver à trouver les systèmes. Si on peut les laisser 2 ans ou 3 ans, quand même dans les rotations, quelque part. Au moins dans tous les coteaux. Dans tous les coteaux, ce sera obligatoire. Et alors, bon, après, par rapport à tout ce qu'on a vu là, pour mettre en place... Et après les brebis, là c'est un vaste débat, parce que j'en ai 300, mais pour manger tous mes couverts et la luzerne que je fais, il m'en faudrait 7 ou 800 sur 20 ou 25 hectares. Parce qu'il y a 128 hectares, alors comme il y a toujours des couverts, si tu veux tout récupérer, mais bon, enfin, c'est toujours une question de rentabilité, de main-d'œuvre. Puis là, enfin, bon, je le dis, mais c'est un peu, c'est un coup de gueule, hein, quelque part. Là, on vient de nous supprimer l'ICHN. On a que des coteaux et on perd 9000 € d'ICHN. Alors on fait quoi? Enfin, vraiment, si on veut faire arrêter l'élevage de tout le monde, ben on continue comme ça. Après, si c'est la volonté, c'est la volonté. Mais bon, pour moi, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe dans le Gers. Hein. Enfin, vous voyez, partout autour de chez vous. Là. Il n'y a plus d'animaux nulle part. Là, on est passé à travers là ce matin. On a passé toute une zone entre l'île de Noé et Auch, là. Il faut voir, hein. C'est que des coteaux, il y en a la moitié qui ne sont pas travaillés et il n'y a pas d'animal.
commentaires, non. Moi, j'ai envie de vous... Une question? Bonjour, moi j'ai juste une petite question, je m'y connais pas très bien en grande culture, moi c'est plus le maraîchage, mais on m'a dit qu'en grande culture, je vois qu'il y en a qui ont un côté économique assez déterminant, et nous, ce que j'avais vu, c'était que l'investissement dans des outils type Striptease, semi-direct, etc., était assez conséquent. Et du coup, je voulais savoir si c'était le cas pour vous et si vous aviez trouvé des solutions type GI2E, comment vous avez pallié ce problème, quoi. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole. Après, bon, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout. Moi, j'ai pas de matériel à moi. J'ai rien, moi. Si j'ai une remorque. Sinon, on a tout en Cuma. Et en plus, on fait partie d'un GI2E. Et on est en bio. Alors, c'est vrai qu'on ramasse aussi les aides. Hein. On est à 50% d'aide. Mais en plus, en Cuma. Parce que même en passant en bio, tu vois, on était 6. L'investissement, on a investi que dans un train de matériel, quoi. Quand beaucoup investissent en individuel. Donc, le coût à l'hectare, moi, c'est minime. C'est une solution, quand même. Parce qu'il y a eu une journée en Cuma sur les Hautes-Pyrénées, je ne sais pas si tu es au courant. Mais bon, c'est un début, je pense, pour le maraîchage, mais sur le maraîchage. Hein, quoi. Et je pense que c'est une solution pour les maraîchers. Alors, moi, j'ai une réflexion par rapport à l'innovation et à l'investissement autour de ces innovations. Donc, le collectif, même si, que ce soit en individuel ou en collectif, la difficulté, c'est de trouver des machines qui marchent et qui correspondent aux nouveaux challenges qu'on se lance. Et là, c'est quand même assez désertique. Disons que pour acheter des poids de ferraille pour des fortunes, là, il y a une offre incroyable, quoi. Mais pour acheter une machine pertinente qui fonctionne, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour trouver des constructeurs... Alors, en maraîchage, c'est plus facile parce que les machines sont plus petites. Mais en grande culture, pour trouver des constructeurs qui acceptent de modifier des trucs qu'ils ont faits, c'est incroyable, mais c'est par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Sur un salon, j'ai contacté Heinbuck qui fait une étrille rotative que tout le monde connaît, là, les petits soleils, là. Et je leur ai dit, votre étrille dans les couverts végétaux, elle ne marche pas. Les soleils envoient la végétation sur les bras, bref, les trucs se bourrent, etc., quoi. Il faudrait enlever un bras sur deux et doubler les soleils au bout de chaque bras, quoi. Bon. Le mec, il m'a dit, mais non, notre machine, on a mis je ne sais pas combien d'années à la mettre au point. Maintenant, elle est à vendre, point barre, quoi. Bon, c'était peut-être un commercial, un stagiaire, je ne sais pas quoi. Mais enfin, la réponse, elle est nulle, quoi. Comment on peut collaborer avec l'évolution du monde agricole, avec des réponses comme ça? Et quand vous voyez, alors en matière de semi-direct, l'évolution des semoirs de semi-direct depuis, on va dire, une dizaine d'années, mais c'est calamiteux, quoi. C'est honteux de vendre des machines qui donnent aussi peu de résultats, aussi cher. Hein. Ça, franchement... Et je me rappelle, la première réunion ABC qu'on avait fait à côté de Limoges, là, donc il y a 4 ou 5 ans, plus que ça, une dizaine d'années, bon, peu importe. On devait amener nos photos, donc chacun amenait ses photos, donc il y avait des semoirs de semi-direct qui passaient à chaque fois qu'il y avait un candidat nouveau, et à chaque fois la photo est arrivée, ah, celui-là il est à vendre, s'il y en a un qui en veut, voilà, donc vous voyez un peu les deux trucs, mais les trucs qui valaient 40, 50, 60 000 euros, quoi. Donc voilà, bon, ça suffit, quoi. Voilà, la réflexion. En tout cas, tout ça, ça coûte très cher, et par rapport à tous les gens qui veulent se lancer, il faut vraiment être très prudent, d'abord parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une récolte, et ensuite ces investissements-là, ils sont, une fois que vous l'avez sur les bras, c'est mort. Hein. Voilà. Pour répondre directement à la question, j'ai moi tout en propre. On a des Cuma qui ne fonctionnent pas chez nous. La remorque elle est en Cuma, mais c'est à peu près le seul matos de la Cuma. C'est un problème d'entente entre agriculteurs. Où on est dans un territoire où les agriculteurs gagnent trop bien leur vie, je ne sais pas ce que c'est le problème, mais en tout cas, on n'arrive pas à fonctionner sur des systèmes de Cuma. On fonctionne avec certains sur des systèmes de copropriété. Il y a un des semoirs en semi-direct, j'ai la copropriété avec plusieurs. Ça, c'est des systèmes assez simplifiés. Sur la problématique du matériel et du prix, moi, je suis plutôt sur une politique de l'occasion. Voilà, c'est-à-dire rien acheter en neuf parce qu'à partir du moment où sinon tu l'as dans la cour de la ferme, eh bien, il a perdu la moitié de la valeur déjà et puis si tu dois le revendre, c'est compliqué.
Sur les histoires des aides à l'investissement, un semoir, avant qu'il y ait les aides à l'investissement, il avait un certain prix. Maintenant qu'il y a les aides à l'investissement, il a pris 40% de plus. Comme de par hasard, l'aide, c'est 40%. Il y a un accaparement des aides par les constructeurs de matériel. Ça, c'est vraiment un autre souci. Et juste pour réagir sur la partie élevage, une des choses qu'il va falloir pousser sur les futures négociations de la PAC, où a priori il y aura une ouverture assez large à tous les secteurs, tous les gens qui auront envie d'y participer, en gros pourront y participer au travers d'associations de développement, au travers de plein de trucs, c'est d'arriver à pousser le partenariat entre éleveurs itinérants et céréaliers. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir faciliter les installations de personnes sur des systèmes d'élevage itinérants ou sans terre, ou je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais en faisant des partenariats qui sont gagnant-gagnant avec les céréaliers qui n'ont pas envie de se mettre des élevages, mais qui par contre pourront avoir des bénéfices écosystémiques très importants de partager leur sol avec les éleveurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment sur lequel il faudra vraiment travailler. Alors moi, pour ma part, la partie matérielle, je suis un petit peu dans le même esprit que Félix. Il faut absolument prendre du matériel d'occasion parce que ça coûte beaucoup trop cher en neuf. Et que de toute façon, tous les matériels, ils sont construits pour le plus grand nombre de personnes. C'est standardisé pour être vendu au plus grand nombre de personnes. Et donc, c'est surtout pas adapté pour les cultures spécifiques comme on fait. Donc moi, j'ai un atelier. Hein. Et en fait, quand j'achète un matériel, j'achète pas... je vois ce que je peux en faire, mais je vois pas ce qu'on fait avec, quoi. Donc l'outil, il est forcément découpé, ressoudé dans tous les sens et transformé. Donc après, je comprends que ce soit pas reproductible, mais aujourd'hui, moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour arriver à avancer dans mon système. Sinon, ça coûte la peau des fesses, quoi. Et on est engorgé dans les investissements, donc c'est pas le but. Donc voilà. Moi, de mon côté, c'est un peu pareil, il n'y a pas de CUMA, et donc on se retrouve un peu tout seul. Des fois, on a des alliances avec des agriculteurs voisins pour essayer d'avoir du matériel en copropriété, mais bon, voilà, c'est pas évident, il faut réussir à être dans une même optique. Voilà. Après, ça c'est un point qui est... c'est en fonction de chaque région, chaque dynamique. Et puis après, pareil, alors moi, cette année, j'ai essayé de faire, donc en pommes de terre, de faire du mulch, par exemple, sur pommes de terre. Et donc, la contrainte que j'ai, c'est d'avoir un épandeur de mulch qui ne roule pas sur mes buttes de pommes de terre et qui prend le minimum d'espace, quoi, sur le... Et donc, ce qu'il y a, c'est que ça me semble compliqué de l'autoconstruire quand même, quoi. Voilà. Merci Adrien. Des réactions? Non. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur ce qu'on a vu ce matin avec Pascal Boivin, c'est-à-dire que prendre conscience peut-être que nos sols manquent, peut-être pas les vôtres, mais en moyenne de 50-70% de matière organique vis-à-vis de l'historique. Donc en plus, ça se trouve, même si vous mettez en place tous des pratiques alternatives de conservation des sols depuis un moment, est-ce que ça vous en aviez conscience? Est-ce que ça vous a amené des choses? Quand j'ai démarré ma ferme, j'avais des pH qui étaient à 4,5 à certains endroits, donc je me suis bien reconnu dans l'intervention. Avec la personne qui m'a cédé la ferme qui me disait que c'était ma faute si rien poussait parce que j'étais un mauvais agriculteur, qu'on se met 3 fois du maïs au même endroit, jusqu'à qu'on fasse des analyses de sol et que je comprenne que les sols étaient complètement morts. Ça va beaucoup mieux, ça va dans des meilleures directions, notamment sur les taux de matière organique et tout ça. Je voulais réagir par rapport à cette histoire du carbone et de l'état, pour parler du futur et de ce qui peut se passer. On bosse avec pas mal de personnes sur la conception d'un outil de modélisation participative. C'est une plateforme sous la forme d'un réseau social qui s'appelle Landfiles, que vous pouvez télécharger sur l'App Store et tout ça. La question, pour moi, du futur et de la technologie agricole, on parle beaucoup de RTK, de localisation de reins, de gros matos, de tout ça. Elle va être dans le partage de savoir-faire et le partage de connaissances. À un moment, je crois que c'est François qui a dit « refaites pas les mêmes conneries ». Voilà, la question principale, c'est travailler sur des systèmes qui permettent à tout le monde de faire avancer l'expérimentation sans refaire les mêmes conneries. Et donc, on essaye de transformer cet outil-là pour pouvoir faire de l'accumulation de connaissances et de la modélisation d'itinéraires performants dans ces thématiques-là. La suite de ce truc-là, c'est qu'on peut avancer. Potentiellement, on pourrait réfléchir à voir comment on pourrait s'auto-certifier des histoires de crédit carbone et dans le but de la rémunération des services écosystémiques, où l'agriculteur à qui appartiennent les données
parce qu'il y a aussi une grosse thématique de l'agriculture de demain, c'est à qui appartiendront la data agricole. Quand on voit qu'un tracteur John Deere, tout part chez John Deere, quand on achète le tracteur, on signe avec l'accaparement des données qui va avec. C'est tous les trucs qui sont connectés, c'est pareil, tous les trucs Isobus, tout ça, c'est pas la propriété de l'agri sur la plupart des systèmes. Et donc on est face à un nouveau modèle agricole qui va se dessiner dans les 10 prochaines années. Et la donnée agricole, c'est quelque chose de déterminant. Il faut arriver à savoir qu'elle vous appartient. La rémunération des services écosystémiques, c'est l'agriculteur qui doit vendre le crédit carbone et pas la firme qui doit le vendre à la place des agriculteurs. C'est des questions politiques, mais qui sont en train de se dessiner maintenant. Et tous ces trucs-là, voilà, on a besoin de travailler là-dessus. Je ne réponds plus du tout à la question. Mais la rémunération des crédits carbone va faire qu'on va tous prendre en considération l'amélioration de nos sols. Faire la vente de crédits carbone va faire qu'on va tous prendre en considération l'amélioration. Je remets volontiers un petit mot là-dessus. D'abord, en partage d'erreurs. Je ne sais pas ce qu'il en est sur France, sur Suisse. Il y a des démarchages, ça vient de sociétés allemandes pour des certifications carbone. Le protocole qu'ils appliquent est ni fait ni à faire. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne fait pas du stock correctement. Donc là, il faut déjà fliquer. Or, les protocoles que je vous ai montrés, c'est l'agriculteur qui le fait. Il est propriétaire de l'information et c'est valable. Voilà. Donc là, il ne faut déjà pas se faire rouler dans la farine avec ça, et ça demande effectivement, comment dire, ouais, c'est la branche professionnelle qui doit vraiment être extrêmement regardante là, parce que se retrouver avec des gens qui débarquent avec des belles petites machines, machin, zoom, 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 GPS différentiel et tout pour une donnée qui vaut rien et dont vous n'êtes pas propriétaire, voilà. Ça c'était un point. L'autre point c'est sur l'aspect rémunération et tenir le couteau par le manche, c'est-à-dire être propriétaire de ces données, propriétaire du service et pouvoir effectivement le monnayer. Ça c'est très important. Donc le fait de générer soi-même la donnée c'est déjà une chose. Par rapport à ça aussi, je vous invite vraiment à vous intéresser, mais c'est collectivement, c'est au niveau de la profession et donc syndicats, etc., organisation professionnelle, aux méthodes orientées résultats. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des travaux qui sont faits par les gens qui travaillent sur les politiques agricoles, etc., qui ont pu comparer les différents moyens de mettre en place des mesures environnementales et d'obtenir des résultats qui sont défendables et partageables, etc. Et travailler aux résultats, ça fait partie de choses qui sont très élaborées, sur lesquelles les pouvoirs publics aux échelles européennes, nationales, etc., louchent attentivement, mais ne savent pas encore comment les mettre en place. Or, maintenant, on a des possibilités. Seulement, il faut que ça parte là aussi de la base, pour effectivement avoir une plateforme d'accord sur la méthodologie qui soit solide, c'est-à-dire sans la dénaturer, sinon on en perd les avantages, et sans qu'elle soit inadaptée à ce qu'on veut faire. Mais c'est une façon, alors ça demande une certaine discussion, une certaine réflexion, mais c'est une façon de continuer à maîtriser le processus. C'est-à-dire de revendiquer un résultat, quand je dis monter dans la locomotive, c'est ça. Revendiquer un résultat, revendiquer la méthode, mais en maîtriser le processus, quoi. Oui. Je voulais revenir sur votre intervention, M. Boivin, ce matin, parce que, alors on va être plus terre à terre, moi je trouve très intéressant toute la dispersion des expériences que vous nous avez montrées, avec autant des gens en labour, hein, avec une bonne amélioration du truc, et des gens en semi-direct ou en TCS qui étaient... Voilà. Alors, en fait, dans ce nouveau métier de reconstruire nos sols, on trouve énormément de gens qui font des bilans plus ou moins bien, le vôtre était super, mais par contre, nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui nous aident à trouver des solutions. Comment dire? Par exemple, faudra qu'on se voit plus longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse des gens qui ne sont pas dans la bonne case par rapport à ce qu'on... Voilà. Comment ils font pour être bien placés avec des techniques aussi différentes. Ça, c'est très intéressant, parce qu'à l'écoute de ce diagnostic, je pense qu'on peut mieux analyser ce qu'on essaie de faire et puis trouver des pistes. Voilà. Et ensuite, alors ce que je trouve regrettable, c'est que on est quand même une sacrée poignée d'agriculteurs à avoir pris des risques énormes pour faire avancer le schmilblick, quoi. Et encore, au point où on en est, il y a des questions qu'on se pose sur des trucs qu'on n'a jamais essayés, et on ne trouve personne pour nous dire, avoir une analyse scientifique, je ne sais pas quoi, qui nous dise, ben, ça doit marcher. Enfin, on est encore au constat
au constat, au b.a.-ba, on dit ah ben ça, ouais, ah ben ça c'est étonnant. Il faudrait qu'on essaye. Mais pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché? On est toujours, bon bref, on est un peu démunis en matière de compétences pour accompagner nos pseudo-essais ou expériences. Et bon, j'espère que dans le cadre de l'ABC, on va trouver des solutions un peu plus professionnelles pour avancer, parce que par contre, ce que maintenant, enfin, ce que je retiens quand même de cet après-midi, quoi, je trouve maintenant inadmissible que 10 ans après le départ de tous ces essais, quoi, on ait encore des gens qui se mettent autant en danger sur leur exploitation pour aller vers un truc qui leur paraît, évidemment, les agriculteurs, ils retrouvent leur âme à remonter leur sol, à reconstruire leur ferme pour eux, pour les générations futures, etc., pour la société. Mais alors quel risque pris, quoi? Donc ça c'est inadmissible, quoi. Voilà. Donc il faut absolument que on trouve des accompagnements franchement sérieux, quoi. Voilà. Est-ce que je peux, enfin, je veux pas pour tout prendre la parole, mais sur ce rayon-là aussi, oui. Alors déjà, bon, par rapport à ce qu'on est en train de faire, là, vous avez vu que quelques exploitations qui nous permettent déjà de voir des choses, mais on est en train d'en compiler, on espère arriver à 300 d'ici un an. Donc voilà. Mais pour ça, il a fallu qu'on se coordonne sur différents projets avec différentes institutions pour être d'accord, pour faire les mêmes questionnaires, les mêmes analyses, etc. Bon, ça c'est déjà pas si simple, mais on a. Alors effectivement, ça peut générer des questions de recherche. Ce qui nous intéresse, c'est que du coup, c'est pas les mêmes que celles qu'on se pose tout seul en station. Voilà. Donc là, il y a quand même un travail à faire dans le couplage recherche et pratique, parce que si vous me laissez tout seul dans une station de recherche, je vais vous en trouver des questions auxquelles je vais répondre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc lesquelles sont celles qui opèrent sur le terrain. Et ça, c'est là qu'on est faible. Et bon. Alors ensuite, c'est vrai que de toute façon, on aura beau réfléchir, vous allez innover, et plus vite qu'on ne réfléchit. Donc c'est vrai que de toute façon, faire émerger ce qui se passe, les modèles du terrain, ça nous paraît important. La réflexion qui se fait sur pas mal de cantons en Suisse et qu'on essaie de structurer, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle les cercles d'agriculteurs, dans lesquels les modèles qu'on identifie là sont explicités, mis en avant en détail et partagés. Alors après, on voit effectivement de grosses différences entre cantons, par exemple sur l'agriculture de conservation, selon que la chambre d'agriculture cantonale contient des spécialistes ou pas. Et là, les contrastes, ils sont frontaliers, donc ils sont vraiment flagrants. Et donc, le partage entre agriculteurs, mais aussi la présence de conseillers qui apportent quelque chose et activent ce partage, on voit bien que c'est déterminant. Donc, on trouve des gens, effectivement, qui se cognent à des murs que d'autres ont franchis 15 ans avant et qui sont parfois à 5 km de là, quoi. Ça, c'est dramatique.